L'Internet des objets, l'intelligence artificielle vous intéresse? Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnell.com/multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 7 juillet 2023. Au menu cette semaine, espionnage et LinkedIn avec Michel Junot-Katsuya. L'avenir de la radio passe par Internet avec Sylvain Lafrance. Et on va parler de SIM-Bud ou comment s'y retrouver dans l'offre des eSIM. On a aussi de la visite, c'est Pierre Tocci de Novipro qui vient nous parler de la nouvelle édition du podcast Pause-TI. D'ailleurs, merci au groupe conseil Novipro de soutenir la production de Mon Carnet cette semaine. C'est vraiment apprécié, je ne le dirai jamais assez. Et puis, il y a mes collaborateurs qui sont présents. Il y a Luc Dupont qui nous parle de l'origine de la publicité sur Internet. Vous allez voir, c'est fascinant. Thierry Aubert nous présente une invention suisse dans le domaine de la 3D. Stéphane Ricoul nous parle du burn-out numérique. Et puis, Jean-François Poulain nous propose une rencontre avec Caroline Aubert, une jeune praticienne du UX qui travaille avec des startups. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, je veux saluer tout particulièrement 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations cette semaine à Sandra Rousseau, Marc Beauvais, Serge Bellemare, Philippe Gendreau et Michel Giroux. À vous 5, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces ici et là sur les réseaux sociaux. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. Ça aussi, c'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Je commence ce survol de la semaine numérique avec un bref récapitulatif du dossier Facebook versus le gouvernement canadien. Cette semaine, on a vu Meta annoncer que Facebook et Instagram allaient bloquer le contenu journalistique canadien d'ici la mise en application de la loi C-18. En réaction, si vous étiez pas sur la planète, je vous le rappelle ou je vous l'apprends, plusieurs médias canadiens, dont Québecor, Cogeco Média, Radio-Canada et La Presse, ont décidé de suspendre leur achat de publicité sur ces plateformes. Dans la même suite d'idées, il y a le gouvernement fédéral canadien et québécois qui ont emboîté le pas et ont également annoncé qu'ils cesseraient d'acheter de la publicité sur Facebook et Instagram tant que Meta continuerait de bloquer les contenus journalistiques. Cette décision vise officiellement à défendre l'accès à des nouvelles fiables et de qualité pour la population canadienne, ainsi qu'à faire pression sur Meta pour qu'elle respecte la loi sur les nouvelles en ligne, qui exige une rémunération des médias pour leur contenu diffusé sur les plateformes en ligne. Mais de leur côté, Meta dit justement vouloir respecter cette nouvelle loi en bloquant le contenu des médias canadiens puisqu'ils ne veulent pas rémunérer les médias pour ce contenu. Alors, est-ce que le gouvernement canadien va réussir à obliger Facebook et Instagram à rendre le contenu des médias canadiens disponible sur leur plateforme et en plus partager ses revenus avec eux? C'est ce que nous verrons dans les 6 prochains mois, période avant la mise en application de la loi C-18. Parallèlement, dans l'univers des réseaux sociaux, c'était la mise en ligne du nouveau concurrent de Twitter, Threads, de Meta. Un lancement réussi avec plus de 30 millions d'utilisateurs quelques heures seulement après le lancement du service. Et d'ailleurs, ce qui explique ce succès très rapide d'adhésion à Threads, c'est parce que Meta utilise Instagram pour en faire sa promotion, Facebook aussi quand même, auprès de plus de 3 milliards d'utilisateurs. Avec une communauté aussi nombreuse, c'est certain que Threads allait obtenir plus de succès à son lancement que Mastodon, un brin plus compliqué à utiliser, et Blue Sky qui est toujours en accès limité. Bref,
toutes les conditions gagnantes étaient présentes pour un succès. Mais bon, Elon Musk avait vu le coup venir et ça n'aura pris que quelques heures pour que son avocat fasse parvenir une lettre à Mark Zuckerberg pour l'accuser d'avoir volé l'idée de Twitter en affirmant que Meta utilisait des secrets commerciaux et les propriétés intellectuelles de Twitter de manière illégale. Faut dire qu'après avoir été remercié cavalièrement par Elon Musk, il y a quelques bonnes têtes de Twitter qui ont été recrutées par Meta, probablement pour mettre la touche finale à la nouvelle plateforme. Mais ceux qui surveillent Facebook depuis longtemps auront reconnu quand même dans l'interface de Threads des similitudes avec des éléments déjà testés par Facebook avant 2019 et en 2021. Bref, ça va être difficile de prouver que ces ex-employés de Twitter ont communiqué la recette magique à la direction de Meta. Surtout qu'Elon Musk lui-même a tellement publié sur la mécanique de Twitter depuis son arrivée que ça en est presque devenu du domaine public. Mais bon, pour revenir à Musk, il exige que Meta cesse d'utiliser ces informations, celles qu'auraient partagées ses ex-employés. Évidemment, Meta nie ces accusations et affirme que personne dans l'équipe d'ingénierie de Threads n'est un ancien employé de Twitter. Mais en réalité, si Elon Musk met en demeure Meta, vous comprendrez que c'est qu'il est vraiment contrarié puisque Threads est probablement le vrai premier concurrent qui a de bonnes chances de faire mal à Twitter. Les abonnés premium de Spotify qui utilisent l'App Store d'Apple pour payer devront changer de méthode de paiement pour continuer à profiter de la musique sans publicité. C'est que Spotify met fin à la possibilité de payer via l'App Store, même pour les abonnés existants. Après la fin du cycle de facturation en cours, ces abonnés seront transférés vers un compte gratuit avec des publicités et devront réactiver leur abonnement premium via le site web de Spotify. Cette décision, elle intervient dans le cadre des différends entre Spotify et Apple concernant les politiques d'Apple et les frais de l'App Store. Spotify avait déjà d'ailleurs opté pour ne pas utiliser le système de paiement intégré d'Apple en 2016 et avait déposé une plainte contre Apple auprès de l'Union européenne en 2019 en disant que les règles du App Store étaient anticoncurrentielles. La décision de Spotify de mettre fin au paiement via l'App Store fait suite d'ailleurs à des changements de politique d'Apple autorisant maintenant les applications à proposer des options de paiement externes. Les abonnés premium de Spotify peuvent continuer à payer via d'autres méthodes telles que les cartes de crédit, PayPal ou les cartes prépayées. Tiens, je vous parle de TikTok. En France, il y a un nouveau rapport de la commission d'enquête du Sénat français qui vient d'être publié et celui-ci met en garde contre les risques pour la santé des adolescents liés à l'application TikTok. Les sénateurs recommandent de financer des études sur les effets sanitaires et psychologiques de l'application. Les sénateurs soulignent que TikTok amplifierait les difficultés psychologiques des personnes vulnérables et exposerait les utilisateurs à des contenus dangereux. Selon eux, l'algorithme de TikTok crée des bulles de filtre en enfermant les utilisateurs dans ces sujets spécifiques. Autre fait soulevé dans ce rapport sénatorial français, c'est le risque que représente l'application comme danger pour la sécurité nationale et la protection des données. Si TikTok ne se met pas en conformité avec les lois françaises d'ici la fin de l'année, il pourrait être interdit dans le pays. Les conclusions mettent en évidence les problèmes de confidentialité des données des utilisateurs, des liens avec le gouvernement chinois, la désinformation propagée sur la plateforme et l'addiction ou la dépendance qu'elle crée chez les enfants et les adolescents. De plus, il souligne que TikTok serait dépendant du gouvernement chinois sur le plan technique, financier, juridique et politique, et qu'il mènerait carrément une stratégie de guerre cognitive. Je vous glisse un mot sur ce rapport parce que ici, au pays, on aura d'ici quelques mois les résultats d'enquête du gouvernement fédéral et québécois sur TikTok également. Finalement, un mot pour les gens parmi vous qui utilisez des petites boîtes noires reliées au téléviseur pour regarder gratuitement des télés du monde entier. Si cette semaine vous avez perdu votre service, en tout ou en partie, c'est probablement parce que celui-ci utilisait les services de Two Embedded, une importante bibliothèque de piratage vidéo originaire du Vietnam qui a été fermée par l'Alliance for Creative and Entertainment, la ACE, en collaboration avec le gouvernement vietnamien.
Two Embedded était un des très gros joueurs qui vendait du contenu piraté à des services tiers qui, eux, les revendaient directement à des clients ou à des boutiques d'électronique à travers le monde. Alors, pour vous, utilisateurs de télé IP illégale, voilà l'explication de la perte de votre service cette semaine. Mais bon, il vous reste quand même une belle petite boîte noire décorative à côté de votre téléviseur. Avant de passer à mes invités de la semaine, je prends un instant pour accueillir l'animateur du podcast Pause TI de Novipro, Pierre Tocci, pour nous parler de la nouvelle édition qui vient d'être mise en ligne. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Toujours un plaisir de te retrouver, puis encore plus parce que là, on va comparer notre approche de l'entrevue. On a eu un invité commun. Moi, c'était dans l'édition du 23 juin. Toi, c'est cette semaine maintenant. Alors qu'à l'intérieur de Pause TI, vous avez décidé de parler du fameux portrait, c'est l'édition numéro 7, je me trompe pas, de portrait TI, donc qui montre l'état des TI au pays, avec Martin Pelletier, qu'on s'est échangé comme ça au micro. Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de cette édition-là? L'édition de cette année, en fait, c'est la 7e que la première a débuté en 2016. Ce que je retiens de cette année, on a un parallèle cette année versus la pandémie. La pandémie nous a fait un choc. Et on a vu que l'année suivant la pandémie, il y avait vraiment eu une baisse, exemple des intentions, de la confiance envers les TI, etc. Normal, on vivait un drame. On n'avait jamais vécu une pandémie, puis tout le monde travaillait de la maison. Avec le contexte économique actuel, les taux d'intérêt, la baisse des investissements, la pénurie d'emplois, les entreprises sont vraiment sur le frein au niveau des investissements. Il y a beaucoup de peurs qui sont justifiées à cause de l'environnement géopolitique. La Chine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va ou on y va pas? Okay? Donc moi, cette année, les résultats, je le compare vraiment à 2019. Puis on va s'en sortir. On s'en est sorti 2019. On va s'en sortir maintenant aussi. Ben, regarde, on va aller écouter un court extrait de ton entretien avec Martin Pelletier. Question de nous remettre dans l'atmosphère, puis on vient tout de suite après. Si on regarde les grandes lignes du portrait 2023, il y a 44% des organisations canadiennes qui perçoivent les TI comme un investissement. Par contre, la confiance des organisations des TI aurait reculé par rapport aux années précédentes. Pour toi, Martin, quelles sont les raisons? Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Parmi celles-ci, on peut citer l'augmentation des départs à la retraite et un manque de relève, la médiatisation croissante des cyberattaques qu'on revoit dans les journaux, qui peut créer une pression sur cette équipe. Les équipes TI se sont retrouvées plus que jamais sous les projecteurs, exposées tant aux éloges qu'aux critiques, et en raison de leur action positive ou négative, ce qui fait en sorte que probablement il y a une certaine descente de confiance ou de perte de confiance au niveau des équipes TI. Alors, comme il l'a dit, un dur moment pour la confiance dans les TI. Toi qui, je veux dire, en guillemets, fréquente justement tes clients là, qui viennent vous consulter, est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, je le ressens surtout, on a parlé du contexte géopolitique, l'inflation, etc., mais je le ressens surtout à cause des cyberattaques. Les gens, de plus en plus de gens l'ont vécu, le vivent. Ouais. Les entreprises veulent avoir des cyberassurances et les cyberassureurs demandent de plus en plus de requis TI, des plans de continuité. Donc, la crainte s'installe et ça déplace aussi d'autres investissements. Je prends ça comme un mal pour un bien. Mieux on va se protéger contre les cyberattaquants, contre les contextes géopolitiques, mieux ça va aller. Encore, il faut juste prendre un petit recul. C'est malheureux, mais des fois, on recule pour mieux avancer. Oui, puis il faut voir ça comme un investissement dans son avenir et pas un mal. C'est un fait vécu. On peut pas passer à côté, là, sinon on n'est pas numérique. Bon. Pierre, je vais rappeler que pour retrouver la plus récente balado de Pause TI et toutes les autres, c'est simple. On se rend sur le blog de Novipro en visitant novipro.com. Puis nous, on se retrouve pour parler de la prochaine édition de Pause TI. Et si mes notes sont bonnes, là, on va se parler d'info nuagique la prochaine fois. Ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'info nuagique. Ouais, ça je le sais, je suis bien content de reparler avec toi. Pierre, à la prochaine. Merci. La semaine dernière, le Service de renseignement canadien, le SCRS, a publié une mise en garde un peu particulière pour la population sur un nouveau risque pour les utilisateurs de LinkedIn, celui d'être contactés par des espions chinois qui se font passer pour des recruteurs. En lisant cette information, j'ai tout de suite pensé à mon prochain invité, spécialiste de la sécurité nationale, lui-même ancien agent du SCRS, pour discuter de ce nouveau risque. On le rejoint à l'instant. Bonjour, Michel Junot-Katsuya. Bonjour, Bruno.
Quand on voit que les services de renseignement canadiens, pour pas les nommer, là, le SCRS, met en garde publiquement la population qu'il y a des espions chinois qui tentent de recruter des collaborateurs sur LinkedIn, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Comment tu lis ça, toi? Il y a une combinaison de plusieurs choses ici. Cette nouvelle est inédite. Le SCRS avait la très mauvaise habitude avant de ne jamais communiquer d'informations au grand public. Par culture, par tradition, c'est fait dire aussi par le comité de surveillance des activités de renseignement que sa job, c'était strictement d'informer le gouvernement. Bêtise consacrée de ce comité qui est supposé être un watchdog, mais en réalité, c'est un lapdog, c'est un chien de compagnie pour le gouvernement, j'entends. C'est finalement une excellente initiative de la part du SCRS qu'enfin partager des avertissements, des mises en garde sur des menaces qui sont détectées. Alors, est-ce trop tard pour revenir à ta question? Il faut la détecter, la menace, et je pense qu'il y a une évolution qui a été prise ici ou une discussion qui a eu lieu au SCRS qu'il fallait commencer à aviser justement la population. Il faut comprendre que avec les révélations sur l'ingérence étrangère, les divers témoins, les fuites qui ont découlé de justement ce sujet, on apprend jusqu'à quel point le SCRS était souvent en retard pour informer ou n'a pas réussi à percer les dédales de la bureaucratie, qui ont négligé, qui ont utilisé, qui ont peut-être sous-estimé les informations et les menaces ou les avertissements qui étaient transférés par le SCRS. Et ça, ce n'est pas d'hier. J'ai eu la chance et l'opportunité de témoigner comme témoin expert devant plusieurs comités parlementaires sur la question de l'ingérence étrangère et j'ai été très catégorique. Ça fait plus de 30 ans que personnellement, je suis impliqué dans le dossier chinois, que je peux observer, enquêter et analyser les activités des services de renseignement chinois au Canada. Et j'ai témoigné de cette manière-là en disant très clairement et aux divers comités parlementaires que tous les premiers ministres depuis M. Mulroney ont tous été un après l'autre compromis, ont tous été un après l'autre avertis, ont tous pris des décisions questionnables et des actions sur lesquelles on pourrait s'interroger, à savoir s'ils étaient naïfs, s'ils étaient intéressés et l'utilisaient à leur fin, ou simplement s'ils avaient été totalement manipulés. Donc, la question de l'ingérence étrangère, la question de l'agressivité que la Chine démontre envers nous, et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de cet avertissement que le SCRS a lancé, il ne date pas d'hier. Et les observations et les menaces qui ont été repérées, cataloguées, répertoriées par les services de renseignement et d'autres au Canada, ne date pas d'hier. À un point tel qu'on a appris justement durant ces audiences, un témoin est venu mentionner, et j'étais au courant, que les États-Unis, à la fin des années 90, ont parti une opération spéciale appelée Dragon Lord, où on s'est mis à observer et à surveiller les prises de décision et le gouvernement canadien parce qu'on avait détecté de la part des Américains l'ingérence des Chinois autour des premiers ministres, et on se demandait s'ils allaient faire ce qu'ils doivent faire ou s'ils allaient être simplement manipulés. Et là, on parle d'une enquête qui a débuté il y a une trentaine d'années passées ou 25 ans passés approximativement. Alors, on peut voir qu'il y a eu, et c'est là le questionnement qui s'impose, jusqu'à quel point, justement, les premiers ministres et les divers ministres ont été compromis, jusqu'à quel point ils ont vraiment porté attention à la sécurité nationale, ou ça a été simplement des éléments qui ont pu leur servir et qu'ils ont laissé passer parce que, justement, pour des raisons partisanes ou personnelles, on allait simplement pouvoir les utiliser.
Mais je reviens au SCRS et à quelque chose que tu disais. As-tu l'impression que ils sentent la soupe chaude justement due à toute cette histoire là d'ingérence politique dont on a parlé là dans les derniers mois, et donc que là ils sont en train de voir que les Chinois sont peut-être plus actifs de ce temps-ci sur LinkedIn, et eux se disent bon, on va pas attendre puis on va sortir pour montrer que nous de notre côté on est plus actifs que d'autres services canadiens? Je pense que le service de renseignement canadien sans la soupe chaude de bien des manières, sans la soupe chaude dans un premier temps parce que ils ont trop longtemps gardé le silence, parce qu'on leur imposait ou parce qu'ils avaient décidé de le faire de manière traditionnelle, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Ils sentent la soupe chaude parce que là, le premier ministre, confronté à ces révélations, a dit on a des problèmes de communication avec le SCRS, a tenté de blâmer le SCRS abondamment. Donc, a ordonné maintenant que le SCRS soit beaucoup plus vocal et beaucoup plus présent pour avertir la population, comme avertir des députés ou des élus ou des candidats potentiels qui auraient ou qui seraient la cible de des services de renseignement chinois en particulier. Il faut comprendre que dans le domaine de l'ingérence étrangère, il n'y a pas que la Chine. C'est un gros joueur. Ils sont là depuis très, très longtemps. J'oserais dire qu'ils ont écrit le livre il y a 2000 ans passés. Ça s'appelle L'art de la guerre, Sun Tzu. Je le donne comme référence à lire à tout le monde là, parce que c'est le contrôle par l'influence. C'est pas le contrôle en prenant possession d'un territoire ou d'un gouvernement ou quoi que ce soit. Mais c'est juste de placer des pions aux bons endroits qui vont être capables d'influencer le processus de décision et d'influencer les actions, en fin de compte, pour favoriser la Chine ou n'importe quel autre pays qui va vouloir faire ce type d'ingérence. Mais quand on parle d'ingérence étrangère aussi, on parle d'autres éléments. On parle des choses qui vont aller toucher l'espionnage industriel. On va parler de superviser, de contrôler, intimider la communauté ethnique qui est visée. On va parler aussi de l'ingérence qu'on va faire à l'intérieur des universités. Et ça, s'il y a un terrain de jeu fertile pour eux, c'est les universités. Et d'ailleurs, à cet effet, ça, je dois saluer l'initiative du gouvernement. En février 2021, le ministère de la Sécurité publique a imposé maintenant un nouveau formulaire qui doit être rempli par tous les chercheurs qui font une demande en bourse ou en prêt ou en soutien financier quelconque de la part du gouvernement, parce qu'il faut comprendre que le gouvernement canadien donne en moyenne 1,5 milliard de dollars par année en recherche et développement. Donc, on soutient énormément la recherche et développement au Canada. Et là, il faut démontrer avec ce formulaire qu'on a réfléchi à la question de protéger notre propriété intellectuelle. Et c'est une initiative très, très, très bien accueillie parce que moi, comme enquêteur et mes collègues, on observe depuis très, très, très longtemps des fuites de propriété intellectuelle parce qu'il y a une certaine arrogance, une certaine croyance à l'intérieur des universités qu'on est capable de se protéger, puis ça nous arrivera pas, mais c'est plus que les cocus qui apprennent l'an dernier qui se sont fait avoir. Michel, tu le disais, hein, c'est pas d'hier que ça arrive, ça. Donc, l'importance pour un État d'aller dans un autre État et de recruter des gens. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est plus simple avec toutes les technologies, avec les réseaux sociaux, avec, par exemple, LinkedIn? C'est énormément beaucoup plus simple. Énormément beaucoup plus simple. Antérieurement, lorsque j'ai commencé ma carrière et les réseaux sociaux, l'Internet n'existait pas, fallait faire un démarchage, fallait faire du travail, fallait recruter des gens qui allaient pour nous pointer le doigt en direction de certains individus, faire des recherches sur les individus, connaître leur passé, leurs préférences, ce qu'ils aiment, etc. Aujourd'hui, on vous le livre sur un plateau d'argent à l'intérieur des réseaux sociaux. Et non seulement l'espionnage est fait par des entités étatiques ou des gouvernements, c'est aussi l'endroit préféré pour les pirates pour aller chercher de l'information pour vous faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale ou du social engineering pour faire des attaques de phishing. Et ça marche, ça fonctionne très bien. Je te donne un exemple, un dossier sur lequel j'ai fonctionné. Un lundi matin, un officier de la Défense canadienne rentre au travail et il y avait un courriel qui l'attendait.
Et c'est un courriel qui apparaît d'être d'un collègue qu'il ne connaît pas, mais qui a une adresse de la Défense nationale et qui semble avoir en provenance de la Défense nationale et qui dit Salut, ma fille a joué contre ta fille vendredi dernier au soccer. Ton équipe a perdu. Tout bad, en tout cas, la prochaine fois, peut-être vous serez capable de faire mieux. En attendant, peux-tu m'envoyer le rapport stratégique? Et là, c'est là qu'il clique, il dit un instant, là, on a des ordres spéciaux, on n'est pas supposé d'envoyer ce rapport-là via l'Internet. Il va voir son officier supérieur et il dit, c'est qui ce gars-là qui te demande ça? Faire une histoire courte. Finalement, on a identifié que le courriel était en provenance de la Chine. Le bonhomme avait trouvé l'information sur à qui l'envoyer sur LinkedIn. Il savait dans quel département il travaillait. Il y avait une idée de ce qu'il recherchait. Et l'information pour la fille qui jouait au soccer était vraie parce que le bonhomme l'avait posté sur le Facebook. Et il avait envoyé des photos à grand-papa et à grand-maman pour voir que la petite fille jouait au soccer. Et puis, avec tout ça, on a monté une belle histoire très, très rapidement parce que c'est parti de vendredi à lundi et c'était fini, là, c'était envoyé. Là. Mais fort heureusement, grâce au réflexe de l'officier en question, il n'a pas mordu à l'hameçon, disons. Mais si c'est aussi facile maintenant de le faire à cause des réseaux sociaux, est-ce que de l'autre côté, des gens comme toi à l'époque, puis encore aujourd'hui dans certains dossiers sur lesquels tu travailles, est-ce que c'est plus facile avec les réseaux sociaux puis avec la technologie informatique qui existe d'arriver à monitorer, à se renseigner sur des activités d'individus qui recrutent ou qui espionnent? Là, tu me forces à révéler des secrets. Et oui, effectivement. Comme enquêteur, les réseaux sociaux sont une source d'information super intéressante. On peut aller dans votre passé. Et si c'est pas suffisant, by the way, on va aller dans les archives de l'Internet qui va nous livrer toutes sortes d'indications, toutes sortes de choses aussi super intéressantes. C'est pour ça qu'on fait des mises en garde à tout le monde en leur disant, écoutez, quand vous allez utiliser l'Internet, là, c'est à peu près comme vous ouvrez tous les rideaux de vos fenêtres, vous ouvrez vos portes et tout le monde de la rue peut voir à l'intérieur. Et comme vous avez ouvert les portes, certains vont peut-être avoir le culot de rentrer chez vous. Et c'est ça, l'Internet. Donc, faites attention, de ce que vous allez montrer. Faites attention à ce que vous mettez en ligne, à qui vous le donnez. Acceptez pas tous les amis qui viennent vers vous. C'est trop facile. Il y a des algorithmes maintenant qui vous proposent tout plein de gens qui savent même pas que vous existez. Et essayez de mentir le plus possible. Point à la ligne. Essayez de mentir. Moi, il n'y a personne qui va savoir c'est quoi ma date de naissance sur l'Internet. Elle n'est pas là. Ou s'il y en a, j'en reçois des bonnes fêtes quasiment à tous les jours parce que j'ai changé de date de fête à tout bout de champ. Faites des erreurs dans votre nom, faites des erreurs dans votre adresse ou ne donnez pas votre vraie adresse si ce n'est pas nécessaire pour obtenir quelque chose d'une agence ou d'une organisation ou d'une institution que vous savez sûr, etc. Vous le mettez pas en ligne, point à la ligne. Prenez pour acquis que tout le monde regarde dans votre maison à ce moment-là. Et puis, en passant, je me fous de ce que vous avez mangé au restaurant hier soir. Aujourd'hui, là, quel type d'individu peut intéresser un pays comme la Chine? Tout le monde. Vous savez, on a parlé récemment, Bruno, on en a parlé, j'ai vu dans tes podcasts, on a parlé de TikTok. Pourquoi TikTok est si problématique? Parce qu'avec TikTok, on peut rentrer dans votre système. Une fois qu'on a rentré dans votre système, on est capable d'avoir accès à vos carnets d'adresses. Vous êtes peut-être un adolescent qui va en secondaire 5, mais qui a l'adresse de mon oncle, mon oncle, lui, il travaille à la Défense nationale, ou il travaille au conseil privé, ou il travaille à un ministère quelconque, et lui, il va être intéressant. Et à partir du moment qu'on est rentré dans votre système, qu'on prend possession de votre système, ni plus ni moins, on va pouvoir effeuiller votre carnet d'adresses et là, remonter des chaînes d'informations et trouver des informations sur des individus qui n'apparaissent pas ailleurs. Mais parce que vous êtes le petit-neveu ou le fils ou quelque chose, là, tout d'un coup, vous avez ces informations-là. Et c'est là que ça commence pour certains choses. Et avec l'intelligence artificielle, maintenant, les capacités de pouvoir fouiller, de pouvoir chercher en donnant des paramètres et en éduquant, ni plus ni moins, littéralement, la machine. Écoutez, ça se passe 24/7 sans interruption. Ils sont pas fatigués, eux autres, ils n'ont pas besoin de prendre
des breaks syndicales du tout. Ils continuent les machines, ça part, et puis ils n'ont même pas besoin de Red Bull pour continuer. En terminant, Michel, tu nous as donné des trucs pour nous se protéger, mais si on revient au SCRS pour terminer cette discussion-là, dans ce contexte-là où justement ils sont en train de voir qu'il y a une effervescence d'opérations de recrutement sur un réseau comme LinkedIn, qu'est-ce que eux peuvent faire dans ce contexte-là? Ben, ça va définitivement développer une certaine paranoïa parce que de la part du SCRS, ils vont devoir commencer à faire beaucoup plus et de meilleures vérifications sur des candidats et des candidates qui vont vouloir se présenter à certains endroits. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SCRS est responsable de toutes les habilitations de sécurité si vous voulez aller travailler au gouvernement fédéral. Vous devez remplir des formulaires. Et dépendamment du niveau de sécurité qui vous est alloué, que ça peut être fiable, confidentiel, secret ou très secret, et pire, il y a très secret, activité spéciale, il y a des vérifications qui sont faites sur votre passé. À titre d'exemple, à niveau secret, on va vous demander de marquer et d'inscrire toutes les anciennes adresses, les anciens employeurs pour les 10 dernières années, tous vos frères et sœurs, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, chez qui ils travaillent, etc., parce que on va vous donner un accès très privilégié. On va être certain que vous n'êtes pas une taupe, littéralement, qui allait infiltrer le gouvernement. Et pour le niveau très secret, on retourne 20 ans en arrière. On va connaître toutes vos écoles, etc. Et il y a des interviews qui sont faites aussi en personne chez vos voisins. On va vous interviewer, on va vous poser des questions très indiscrètes sur votre vie privée, votre sexualité, vos orientations. Ça commence à être compliqué ces derniers temps, là. Le choix est grand. Et là, on veut savoir 3 choses. Est-ce que vous êtes fiable, vous êtes honnête et vous êtes capable d'avoir notre confiance dans cette perspective-là. Et donc, le SCRS va devoir maintenant encore continuer, comme ils l'ont fait avant, mais là, peut-être un peu plus attentif, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être arriver à se faire duper ou simplement à accepter de travailler pour une puissance étrangère et devenir des agents, littéralement, ce que Staline appelait des idiots utiles. Sur cette belle image, Michel Junot-Katsuya, spécialiste de la sécurité nationale, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Bruno, c'est toujours un privilège et un plaisir avec toi. Salut. Au revoir. Il y a 2 semaines, HEC Montréal, en collaboration avec le diffuseur italien RAI, a publié un état des lieux, mais surtout un regard sur le futur de la radio et du contenu audio offert dans nos oreilles. Et si je résume vraiment sommairement cette étude, je pourrais vous dire que l'avenir de l'audio, quand on lit cette étude, ça passe par l'Internet. Pour revenir sur les grandes lignes de ce rapport intitulé « Les habits neufs de la radio », j'ai invité l'un des auteurs, le professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue Gestion, Sylvain Lafrance. Bonjour, Sylvain Lafrance. Bonjour. Ça a été quoi, Sylvain, ton constat en avançant dans cette étude, en regardant les résultats que tu voyais apparaître devant toi? Ben, peut-être le plus grand constat qu'on a eu, c'est de voir que la radio et ceux qui la font ont vraiment changé d'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus regarder que l'environnement concurrentiel de la radio. Ils doivent regarder l'environnement de l'audio dans sa totalité parce que quand on pense à l'économie de l'attention, ben, il y a 24 heures dans une journée, il n'y en a pas plus. Quand on parle du modèle d'affaires aussi, il y a tant. Et l'argent se répartit maintenant entre des nouvelles plateformes audio. Donc, si on est aujourd'hui un producteur de radio, si on travaille dans le monde de la radio ou de l'audio, on doit comprendre que l'environnement concurrentiel dans lequel on se trouve n'est plus le même qu'avant et ça pose naturellement des défis, ça donne d'énormes possibilités aux producteurs de radio, mais ça pose aussi un certain nombre de défis. Et c'est ce constat-là que tu as fait avant de faire l'étude et c'est pour ça que tu voulais avoir des chiffres et faire un portrait de la situation? Ben non, en fait, l'origine de l'étude, c'est assez drôle, c'est que la RAI, donc qui est je dis toujours le Radio-Canada des Italiens, préparaient leur plan stratégique en radio et ils voulaient être sûrs de ne rien échapper. Ça fait qu'ils ont décidé, eux, de préparer une étude, de diriger par la direction de la recherche à la RAI et de préparer une étude sur
les innovations. Quel est devenu maintenant ce nouvel environnement-là pour essayer d'être sûr qu'ils n'oublient rien dans cette planification stratégique-là? Alors, ils ont demandé la collaboration d'autres chercheurs à Paris et ici à Montréal. Nous, ce qu'ils nous ont demandé spécifiquement pour le média, c'est de s'intéresser à l'Amérique du Nord, à tout ce qui est innovation dans le monde de l'audio, quelles sont les tendances d'écoute, mais d'essayer de comprendre toute la portion Amérique du Nord, alors que eux s'attardaient beaucoup à comprendre un peu ce qui se passait en Europe et on comparait pour voir ce qui est en train de se passer. Alors, ça a donné, et c'est intéressant, une sorte de très vaste état des lieux. Et c'est le premier objectif, c'était ça, de créer un grand état des lieux du monde de l'audio. Et deuxième grand objectif, c'était d'essayer d'inspirer des gens qui travaillent dans ce milieu-là de différentes façons en présentant quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'on a, à l'intérieur de l'étude, une 60aine d'entrevues avec des dirigeants de radio. C'est intéressant parce que dans ta réponse, tu amènes un élément que je me posais. Dans le document qui a été publié là par Pôle Média ici au pays, évidemment, il y a un focus qui est fait sur l'Amérique du Nord, c'est là où on habite, mais je me demandais le constat que tu as fait ici en Amérique du Nord au niveau de l'évolution de la pratique de l'audio et de sa consommation. Est-ce que ça ressemble à l'évolution qu'on trouve en Europe et particulièrement en Italie? Oui, ça ressemble beaucoup. J'ai tendance à penser qu'on est sur le plan de l'innovation un peu plus avancé. Il y a des innovations qui sont très intéressantes, même si on en a plusieurs. On donne plusieurs exemples en Europe de choses intéressantes qui se passent. Mais grosso modo, on voit des développements comme par exemple la montée du livre audio, la montée de la balado en Amérique, c'est très fort, plus fort probablement qu'en Europe à différents niveaux. Mais il y avait aussi deux autres constats intéressants, particulièrement entre le Québec et l'Italie. C'est-à-dire un premier qui a dit naturellement, il y a un problème de modèle d'affaires parce qu'on n'a pas une si grande population. La population québécoise n'est pas si grande que ça. Donc, quand on veut faire vivre des balados, quand on veut faire vivre des nouvelles productions, naturellement, on parle à moins de gens. Donc, les modèles d'affaires sont plus durs à établir. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que sur le plan culturel, la RAI est un service public. Donc, on parlait beaucoup aussi de radio publique. Et on s'apercevait que l'un des enjeux de la RAI, c'est beaucoup de protéger l'identité culturelle italienne, de protéger la langue italienne dans un ensemble européen où il y a beaucoup, beaucoup de langues, ce qui est exactement le problème du Québec au sein de l'ensemble anglophone qu'est l'Amérique. Fait que sur l'enjeu culturel, c'était assez drôle parce qu'on a découvert que on était vraiment dans la même bataille culturelle et on découvrait au fur et à mesure qu'on avançait que tant pour la musique que pour le balado, que pour le livre audio, l'audio est en train est un peu, je pense, un angle qu'on ne voit pas, d'angle mort un peu, qu'on voit pas, de la nouvelle guerre pour l'identité culturelle. On parle beaucoup, par exemple, de comment les grandes plateformes internationales ont attaqué le monde de l'image et ont créé des difficultés de la découvrabilité des contenus canadiens et une sorte de répartition de l'écoute sur l'écoute internationale qui est très forte au détriment des productions locales. Ça se produit aussi en musique, ça se produit aussi en audio aujourd'hui. Donc, c'est comme une nouvelle bataille pour l'identité culturelle, c'est intéressant. Et moi, ça m'était jamais apparu si fort que la radio, c'est une sorte de compagne qu'on prend pour acquis. C'est facile, elle est là. On n'a jamais fait autant de grands débats sur le financement de l'audio qu'on en fait dans le domaine du visuel. Alors, je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, on doit changer ça parce qu'il y a de vrais enjeux culturels dans ça, comme il y a aussi de vrais enjeux industriels. Hein. C'est-à-dire que les radios, les grands producteurs de radio, les grands propriétaires, doivent aujourd'hui se voir dans une nouvelle industrie, comme je le disais, et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis on le voit, ça transpire du travail que vous avez fait, parce que d'une part, on constate quand on lit le texte et quand on regarde les graphiques que vous avez publiés, c'est la mondialisation de l'audio. Et à quelque part, même les joueurs traditionnels du monde de l'audio, donc les radiodiffuseurs là, notamment, les concurrents d'hier, on les regarde un peu, mais ce qui est devant et ce qui est même aujourd'hui présent, c'est que les concurrents ont changé de taille. Là, les radiodiffuseurs se retrouvent plus en concurrence contre l'un et l'autre, mais ils sont en concurrence avec les Google, les Microsoft, les Amazon, les Apple de ce monde. Là. Absolument. Et ça, là-dessus, je dis souvent que la radio, c'est drôle, vit un peu la même chose que la télé a vécu il y a 20 ans, à l'arrivée des plateformes internationales. L'arrivée d'une nouvelle concurrence, soudainement, qui est venue
tout bousculé ce qui se passait. Et je pense que la radio aujourd'hui, pour des raisons technologiques et toutes sortes de raisons, vit un peu les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est, dans le domaine de la musique, par exemple, ben Spotify est une énorme concurrence aux stations de radio et à l'écoute de musique québécoise. Et ça pose le problème de la découvrabilité, ça pose le problème des droits, ça pose beaucoup de problèmes. Et je pense que la radio vit aujourd'hui vraiment cette espèce d'atomisation qu'il y a eu dans le monde de la télé, dans le monde du visuel. La radio est en train de le vivre à vitesse grand V, en ce qui me concerne. Et on voit apparaître, quand on voit l'augmentation de l'écoute, par exemple, des livres audio en Amérique du Nord et ici au Québec, bon, c'est encore peu dans l'écoute globale. La radio est encore la reine de l'audio, hein. Faut dire ça. C'est encore la radio qui domine le monde de l'audio, mais on parle d'une domination à 55% ou approx. Parce que l'audio prend aujourd'hui beaucoup de place. Il y a une bonne nouvelle cachée dans ça, qui en cache aussi une mauvaise, c'est que les jeunes sont à l'écoute de l'audio. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on voit, par exemple, chez les 15-24, que les jeunes sont beaucoup à l'écoute de l'audio, des plateformes musicales, tout ça. En même temps, on s'aperçoit que les plateformes qu'ils écoutent sont souvent des plateformes étrangères ou anglophones. Alors, il y a encore là un enjeu culturel important. Comment ramener les jeunes? Comment fabriquer des contenus qui vont faire que les jeunes vont s'intéresser au contenu québécois? C'est une question importante au contenu canadien dans ce qui touche le Canada anglais. Donc, c'est vraiment aujourd'hui pour la radio le même défi qui s'est posé avec la télé. Je pense qu'il faut repenser les modes de financement, les modes d'intervention publique, les modes de réglementation, les modes de protection de notre culture dans le monde de la radio. C'est drôle parce que ta réponse me fait penser à un extrait dans l'étude où ce sont des chiffres américains, mais c'est probablement quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui est présentement au pays ici. C'est de voir, parce que tu parlais des jeunes, de moins en moins de jeunes ont des radios, des postes récepteurs à la maison. On sent que le poste radio est moins présent, mais à l'inverse, les gens écoutent plus d'audio parce qu'ils utilisent leur téléphone, leur bonne intelligence, leur ordinateur. Oui, c'est vrai. Et là-dessus, je dis souvent, tu sais, j'ai souvent dit dans le monde de la télé que le téléviseur a beaucoup plus de problèmes que la télévision. Parce que la télévision, on peut l'écouter sur l'ordi, on peut l'écouter sur son téléphone, on peut l'écouter partout. Le téléviseur a un énorme problème. Et je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, le récepteur radio a un énorme problème. Nous, on a offert à des amis un récepteur radio il n'y a pas longtemps parce qu'ils sont à la campagne, il y avait eu une panne, tout ça. Puis on leur a offert un cadeau, un récepteur radio. Ils étaient très surpris. Ils nous demandaient pourquoi, mais c'est parce que bon, le récepteur de radio a effectivement un problème. C'est pas si simple d'en trouver un. J'étais dans un magasin de l'audio il y a quelques semaines et je regardais quels sont les récepteurs radio qu'ils vendent et il n'y en a pas tant que ça de choix. Il faut presque aller sur des plateformes pour trouver des récepteurs AM/FM ou FM simplement. Alors, c'est vrai que le récepteur a de la misère. Ça aussi, par exemple, ça m'inquiète pas pour le monde de la radio parce que qu'on écoute de l'audio ou qu'on écoute une chaîne de radio sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordi, en soi, c'est absolument normal qu'on l'écoute pas sur un récepteur radio, c'est pas très grave. Est-ce qu'on écoute de l'audio? Et on écoute encore beaucoup d'audio. En fait, on écoute plus d'audio qu'avant, au total. Alors, la radio n'est pas sur la veille de mourir, la radio va pas si mal. Maintenant, ils ont des enjeux en radio des enjeux de financement, des enjeux de modèle d'affaires qui sont importants aussi. On le voit sur les réductions parfois des investissements en région, des choses comme ça qui commencent. D'ailleurs, si on le regarde sur un horizon de 30 ans, je me souviens, moi, quand j'ai commencé en radio privée notamment, des stations régionales avaient parfois 10-12 journalistes. CKCH Hall avait même un hélicoptère à une certaine époque. Aujourd'hui, les stations de radio régionales n'ont pas des salles de nouvelles de cette dimension-là et des équipements de ce prix-là. Alors, les radios ont reculé sur certaines de leurs fonctions traditionnelles que la télé a reprises, donc c'est correct. Mais ça pose quand même pour l'industrie de la radio un vrai enjeu à long terme. Et on n'est vraiment pas dans cette étude-là en train de reprédire une nouvelle fois la mort de la radio. Au contraire, on est en train de décrire sa métamorphose et le besoin essentiel, parce qu'on est, nous, HEC, d'abord une école de gestion, le besoin essentiel de repenser les modèles d'affaires de la radio et du monde de l'audio. Ben, parlons-en. Quand on regarde l'étude, on voit tout le potentiel actuel, puis même à venir là, du contenu audio ici au pays, mais également dans l'exportation. Puis tu le disais un peu dans ta réponse tout à l'heure. Mais quand on lève les yeux, on n'a pas l'impression que les organismes qui appuient la production culturelle ici au pays voient ça du même œil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? On a l'impression qu'ils sont encore absents au chapitre.
Ouais, ben je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Comme je le disais tantôt, la radio est un média qu'on a toujours un peu pris pour acquis. C'est pourtant, elle a joué des rôles tellement importants et elle joue encore des rôles extrêmement importants pendant les pandémies. Pas seulement quand il y a des catastrophes, d'ailleurs, elle joue dans le domaine de la musique, elle joue encore un rôle très important pour faire connaître la musique, faire découvrir la musique. Dans le domaine des régions, la radio joue un rôle extrêmement important. Pour le débat public, la démocratie, on voit la montée des chaînes parlées depuis quelques années parce que la radio joue un rôle très important sur le plan de la démocratie. Moi, je pense qu'il faut beaucoup sensibiliser à ça et sensibiliser au fait que le modèle d'affaires fait face aujourd'hui à d'importantes difficultés et que le CRTC, les corps publics, puis avec l'arrivée de C18, ben on a une chance peut-être d'aider aussi. Il faut sensibiliser tout le monde au fait que cette radio-là, pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle, et l'ensemble du marché de l'audio, pour qu'il continue de jouer pleinement son rôle, on doit s'intéresser aux questions de droit, aux questions de financement, aux différents modèles d'affaires, et je pense qu'on a un peu l'obligation de convaincre. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à cette réalité commune des Italiens et des Québécois par rapport à la protection puis la promotion de l'identité culturelle. Comment tu vois ça, la protection ou la promotion dans ce nouvel écosystème audio? Ben, d'abord, moi, je pense que le CRTC doit renforcer beaucoup la partie culturelle de son mandat. C'est-à-dire le CRTC doit vraiment s'intéresser dans le sillon de C18, doit vraiment, C11 de C18, doit vraiment s'intéresser au financement des médias, doit vraiment s'intéresser au rôle culturel de la radio et recommencer à poser des exigences sur le plan culturel. Naturellement, les exigences doivent aller avec des nouveaux outils pour le financement parce que ce sont des entreprises. Bon, il y a la radio publique aussi. Je pense aussi que la radio publique, et là-dessus, je suis très content comme bon Radio-Canadien d'origine, très content de voir que Radio-Canada innove beaucoup. Sa plateforme audio est une plateforme extrêmement performante. On y trouve beaucoup de formes de son, de contenus très différents, de nouveaux types de contenus. Audio, d'ailleurs, est un exemple qu'on donnait souvent à nos collègues italiens et français parce que c'est vraiment un exemple assez intéressant et assez dynamique de ce qui peut se produire. Mais je pense que les organismes de financement, les organismes qui défendent l'identité culturelle, les syndicats d'artistes doivent s'intéresser encore plus qu'avant à la question de la radio et de l'audio parce que, comme je le répète, c'est un angle mort actuellement de la lutte pour la défense de notre culture et c'est très important qu'on commence à s'en occuper. La radio a besoin et l'audio a besoin d'un peu d'amour actuellement. J'aime bien l'expression un peu d'amour. Sylvain, en terminant, aujourd'hui, là, à quoi ressemble l'avenir de la radio et de l'audio en général après ce travail de réflexion que tu as fait avec les Italiens et les Français? Mais moi, je pense que c'est un très bel avenir, et pour la radio et pour l'audio dans son ensemble, en autant que les producteurs, mais on voit qu'en passant, il y a beaucoup aussi de producteurs d'audio aujourd'hui parce que, contrairement au monde de la télé, il n'y a presque pas de barrière à l'entrée en audio. Il n'y a pas tellement de coûts à fabriquer une émission, à fabriquer de la balado. J'en suis un exemple. Il y a des coûts importants. Exactement. Ça fait que il y a beaucoup de gens qui peuvent entrer. La presse est entrée en balado. Le Devoir, le New York Times, un nouveau site audio extrêmement intéressant parce que, donc, le rapport des coûts de production est intéressant dans le monde de la radio. Ça peut permettre aussi notamment aux services publics, de rejoindre des auditoires plus nichés. Donc, pour moi, il y a beaucoup de très beau potentiel pour l'avenir de la radio et de l'audio là-dedans. Et je pense que si on fait preuve d'innovation, si on continue de s'intéresser au mode de financement de ces médias-là, je pense que la radio et l'audio ont un très bel avenir et qu'on va continuer longtemps d'écouter ou de vivre ce miracle merveilleux de quelqu'un qui parle à quelqu'un tout simplement. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu as tout à fait raison. Sylvain Lafrance, professeur associé à HEC Montréal et directeur de la revue Gestion, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup.
Cette semaine, dans Le Devoir, il y avait un excellent article du confrère Alain McKenna, également animateur du podcast Une tasse de tech, que je salue, qui revenait sur les eSIM. Vous savez, l'équivalent des bonnes vieilles cartes SIM qu'on installe dans son nouveau téléphone cellulaire, mais cette fois, ces eSIM, ils sont installés, embarqués déjà dans l'appareil. Son article m'a fait penser à un nouveau comparateur de prix que les gens de PlanHub, qu'on connaît pour leur comparateur de forfait cellulaire et Internet, viennent de mettre en ligne en version bêta pour s'y retrouver dans l'offre des services eSIM. Pour parler des eSIM et de ce nouveau comparateur baptisé SIMBud, j'accueille le PDG de PlanHub, Nadir Marcos. Bonjour Nadir Marcos. Bonjour Bruno. Nadir, qu'est-ce que c'est les eSIM? J'ai essayé de les présenter là, dans ma présentation, mais toi qui as les deux mains dedans pour les comparer jour après jour, comment tu présentes ça? En fait, une eSIM, le E, c'est pour embedded, c'est-à-dire intégré. Et donc, la carte SIM n'est plus, elle reste toujours physique parce que c'est une puce qui est sur, qui est en fait soudée directement sur ton téléphone, mais c'est plus une carte SIM telle qu'on les connaît qui sont physiquement remplaçables et qui s'achètent au magasin. Donc, c'est une carte SIM. Le E n'est pas pour électronique, mais bien pour embedded. Mais c'est à peu près ça l'idée. Donc, on le voyait depuis un moment. On a commencé par les cartes SIM. Ensuite, c'était les micros, les nano. Et puis là, maintenant, c'est les eSIM. Et il y aura éventuellement les iSIM, encore plus petites. D'après toi, c'est quoi le principal avantage de ces cartes-là? C'est de pouvoir se connecter sans avoir un support physique et attendre 2 jours de recevoir sa carte SIM physique, d'aller en magasin pour les recevoir ou je ne sais quoi. Donc là, c'est possible de se connecter directement sur le réseau en scannant un QR code. Ça, c'est l'avantage pour l'usager, mais il y a aussi un avantage pour les appareils, c'est qu'ils, comme ils prennent moins de place, et puis il faut pas le petit tiroir à eSIM, ils sont encore plus imperméables. Et puis donc, il y a quand même pas mal d'avantages, je pense, aux cartes SIM électroniques. Tu le disais, c'est dans une évolution de ce système de validation de réseau. Ça veut dire que c'est une évolution, c'est pas tous les téléphones mobiles qui sont compatibles encore. Je dirais que tous les téléphones qui ont moins de 3 ans le sont, qui sont haut de gamme surtout. Donc d'ailleurs, vous savez probablement Bruno, mais le iPhone 14 aux États-Unis est disponible qu'en eSIM. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tray pour de tiroir. Mais je dirais que je pense que pour les iPhones, on a d'ailleurs la liste sur le site à partir du iPhone XS, qui quand même commence à dater là. On est rendu au 14, donc ça fait à peu près 4 ans là. C'est compatible pour les Android de mémoire. Je crois que c'est le S21 qui commençait à avoir une eSIM, mais à confirmer. La liste est vraiment sur le site. Mais ça, évidemment, au fil et à mesure du temps, tous les appareils seront compatibles. À quoi ressemble le marché des eSIM? Est-ce qu'on a déjà une idée? Pour les eSIM, il y a à peu près tous les opérateurs qui les supportent au Canada. Mais pour les eSIM de voyage, il y en a beaucoup. Il faut quand même savoir que tous ces fournisseurs de eSIM de voyage, ce qu'ils font en réalité, c'est qu'ils ont une entente de MVNO, qui est un opérateur virtuel avec un opérateur dans le monde. Évidemment, ils choisissent l'endroit où est-ce que c'est le moins cher, idéalement. Et ils profitent de l'entente qu'a cet opérateur, les ententes de roaming avec des opérateurs partout dans le monde. Donc, c'est un peu des revendeurs, si on peut dire. Fait que c'est sûr qu'évidemment, eux, ils sont en affaires pour une raison, c'est faire un peu de profit. Et donc, c'est sûr qu'ils prennent un peu leur part du gâteau. Fait qu'en allant directement, éventuellement, à l'opérateur local, c'est sûr qu'il y aurait des avantages en termes de prix. Donc, les SIM de voyage, c'est un bon compromis parce que ça simplifie un peu la vie. Et puis, c'est souvent compatible partout dans le monde. C'est-à-dire que selon la destination, on change juste ça se passe en coulisses. On n'a pas besoin de savoir quel est l'opérateur partenaire, mais c'est sûr qu'il y a un prix à payer, autant monétaire, mais aussi sur le temps de réponse, sur le ping time. Quand vous faites du roaming, ça c'est quelque chose que les gens connaissent peu. C'est le data, étonnamment, maintenant que vous faites du roaming sur le réseau d'un opérateur canadien, puis vous êtes en France, le data va retourner au Canada, puis revenir en France. Fait que il faut savoir que là, c'est comme il y a un sacrifice sur le temps de réponse qui est quand même perceptible parfois. Fait que la meilleure option reste toujours d'avoir un opérateur local. Si on est en France, d'avoir un opérateur local, puis en Espagne, puis ainsi de suite. PlanHub, on vous connaissait comme un comparateur de forfaits cellulaires notamment, mais là, pourquoi s'intéresser aux eSIM? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une vague d'attrait de cette nouvelle façon d'acheter des forfaits? Pour PlanHub, on regardait les eSIM depuis très longtemps.
parce qu'on savait qu'éventuellement ça allait arriver et puis que un jour peut-être ça serait possible de scanner un QR code directement sur PlanHub et puis de se connecter directement à l'opérateur final. Puis ça règle un problème quand même important qu'on a sur PlanHub, c'est que on recommande une offre puis l'endroit où on amène l'utilisateur sur le site de l'opérateur, c'est pas nécessairement l'endroit le plus loin possible fait qu'il y a quand même une petite recherche à faire par l'utilisateur pour retrouver l'offre qu'on lui a recommandée. Puis souvent, PlanHub, on fait tout avec des robots. Fait que souvent, c'est des offres qui sont bien cachées. Il faut faire une espèce de série de combinaisons. Fait qu'avec les eSIM, on espérait justement régler ce problème-là. Puis bon, mais ça, c'est peut-être un projet à long terme. Fait qu'on voulait un peu mettre le pied dans l'eau pour tester la température de l'eau. Sûr que c'était un peu le mandat de PlanHub de voir comment on pouvait faire économiser de l'argent aux Canadiens. Ça rentrait un peu dans notre mission. Fait qu'on a fait, bon, pourquoi pas commencer à explorer ça. Je pense qu'il y a vraiment des belles économies à aller chercher avec les sites de voyage. Fait qu'il y avait ça aussi. Puis il y avait un troisième facteur qui était que on voyait que, on regarde les chiffres qu'a promis Trudeau sur l'immigration. On disait, c'est peut-être pas mauvais qu'on commence à parler aux gens à l'extérieur du Canada, quand on cherche un forfait au Canada, que peut-être que SIMBOD peut montrer des joueurs locaux canadiens, c'était un peu ça l'esprit. Et puis finalement, aussi SIMBOD, PlanHub, c'est très canadien. C'est vraiment focusé sur le Canada, sur les telcos. Il y a énormément de travail à faire encore là-dessus. Puis on a vraiment les mains encore dans le moteur, si on peut dire. Mais SIMBOD, c'est un projet international. Fait qu'on s'adresse vraiment, il est pertinent pour quelqu'un en Australie, en France ou je sais où. Donc, ça aussi, c'était quand même cool d'explorer ça. Justement, vous répondez à la prochaine question parce que je me demandais, je vous écoutais, puis je me disais, pourquoi pas offrir le service sous PlanHub, mais dans le fond, SIMBOD, ça devient donc votre plateforme internationale qui s'adresse à tous les utilisateurs à travers la planète, là. C'est ça, exactement. Ça fait ça, Bruno. Puis il y a d'autres, là, on parle de eSIM, mais il y a d'autres services dans le monde des telcos qui s'adressent à toute la planète, puis ça serait probablement dans le véhicule SIMBOD que ça serait inclus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, puis je vais revenir là-dessus. La eSIM au Canada, par les grands joueurs à l'heure actuelle, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'ils sont frileux de nous offrir ça au Canada? Non, pas du tout. C'est disponible chez tous les grands opérateurs. Les Apple Watch, elles fonctionnent avec les eSIM. Tous les opérateurs qui ont des iPhones, des Apple Watch connectés, ils sont compatibles eSIM, ils sont capables de la supporter. Est-ce que aujourd'hui au Canada, il y aurait un forfait disponible de eSIM qui serait plus intéressant qu'un forfait traditionnel ou c'est sensiblement la même chose? C'est la même chose. Les eSIM, des fois, il y a des économies sur les frais d'envoi, évidemment, parce qu'il n'y a pas de carte SIM physique qui est envoyée. Mais sinon, ça remplace vraiment une carte SIM normale. Donc, ça va vous connecter sur le réseau de Rogers comme si vous l'étiez avec une carte SIM physique. Fait que ça remplace vraiment ça. Les eSIM de voyage vous permettent juste de pouvoir le faire sans support physique, donc justement d'être connecté du Canada avant même de mettre les pieds en Italie, par exemple. Et Nadia, en terminant, parce que ça fait un bout de temps là, que le SIMBOD est disponible en bêta, c'est quoi le retour des utilisateurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a quand même une très bonne réception. Les gens sont assez contents de découvrir ce outil, de voir qu'il y a plein de joueurs, énormément de joueurs, qui prennent tous une marge différente, qui ont tous une application de qualité différente, il y a quand même pas mal d'éléments de comparaison possibles dans ce milieu-là. Je pense que les Canadiens commencent à adopter ce genre de solution-là quand ils voyagent à l'étranger. Et de là, on en revient donc à SIMBOD, de là l'intérêt d'utiliser un outil comme le vôtre, parce que justement, vous faites un peu de ménage là-dedans pour nous épargner des heures de comparaison entre les forfaits et les autres. Quelqu'un qui veut utiliser SIMBOD, bon, évidemment, il peut aller sur la page descriptif de l'épisode, il y a un lien qui va se rendre jusqu'à l'outil, mais sinon, si on veut se rendre directement, là, qu'est-ce qu'on fait? SIMBOD.com, il est disponible en anglais et en français, et puis donc voilà, c'est normalement assez simple. Ça devrait pas vous prendre plus que 30 secondes. Nadia Marcos, PDG de PlanHub et du nouveau service SIMBOD. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Puis longue vie à PlanHub et SIMBOD parce que vous êtes vraiment utile. Merci Bruno. Merci infiniment. Merci pour l'invitation.
autour de mes collaborateurs et on commence avec le professeur en communication à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, qui nous parle de l'origine de la pub sur Internet. Et si vous êtes un vieux de la veille, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis si vous êtes tout jeune sur Internet, vous allez en apprendre. Comme on l'a vu la semaine dernière avec la publicité de McDonald's qui utilise la capture d'écran pour faire la commande de burger, le monde de la publicité, spécialement le monde de la publicité sur Internet, est en constante évolution. La réalité, cependant, c'est que pour le meilleur et pour le pire, le bandeau publicitaire reste la plupart du temps la stratégie incontournable de la plupart des annonceurs. Comme je le racontais dans mon infolettre marketing, donc l'infolettre marketing de Luc Dupont, à laquelle vous pouvez vous abonner, soit dit en passant, c'est gratuit, je racontais donc les origines de la publicité sur le web, des origines qui remontent au 27 octobre 1994. À l'époque, c'est le site Hotwire qui va approcher un certain nombre de ses clients et qui va signer assez rapidement AT&T, Sprint, MCI. Donc, on est beaucoup dans les télécommunications dans un premier temps, Volvo, Zima et le Club Med. Donc, ce sont les annonceurs qui vont, à certains égards, ouvrir les portes de l'Internet publicitaire. Je le précise pour ceux qui seraient un peu plus jeunes et qui ne s'en souviendraient pas. Dans les premiers instants d'Internet, on avait promis un espace sans publicité. Donc, on avait promis que jamais on ne retrouverait de la publicité sur Internet. Évidemment, les choses ont bien changé depuis. En avril 1996, arrive un événement qui va marquer à tout jamais le domaine de la publicité sur Internet et du bandeau en particulier. C'est Procter & Gamble qui va s'entendre avec Yahoo pour acheter de la publicité, non pas en fonction du coût par mille, donc le coût pour rejoindre potentiellement 1000 paires d'yeux, mais plutôt en fonction du clic. Et à partir de ce moment-là, encore aujourd'hui d'ailleurs, on va lier systématiquement le clic à l'efficacité publicitaire sur Internet. En d'autres mots, s'il n'y a pas de clic, il n'y a peut-être pas d'efficacité publicitaire. Donc, à cet égard-là, Procter & Gamble va utiliser une stratégie qui court dans ce qu'on appelle communément le marketing direct. Alors, les fameux coupons. Si vous remplissez le coupon, c'est qu'il y a une réaction. S'il n'y en a pas, c'est que la publicité n'a pas été efficace. Donc, on va étendre cette logique-là à l'ensemble d'Internet. Ça va faire beaucoup de dommages dans les premiers instants, même si certaines études très sérieuses vont démontrer que 80% des augmentations de ventes générées par la publicité Internet proviennent de clients qui n'ont pas cliqué sur une publicité, mais qui ont éventuellement acheté le produit. Quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait. Et pendant des années, vous avez comme ça toute une génération de vendeurs de publicité sur Internet qui devront convaincre leurs clients que ce n'est pas parce qu'on n'a pas cliqué sur le bandeau publicitaire qu'il n'y a pas eu de réaction, de vente également, éventuellement. Dans les mois, dans les années qui vont suivre, évidemment, multiplication des formats de bandeaux. Alors, on est bien loin assez rapidement. Là, on a le bandeau publicitaire qu'on retrouvait horizontalement, qu'on retrouvait généralement tout en haut des sites Internet. Alors, très rapidement, on va multiplier à l'infini les bannières, si bien que DoubleClick, à la fin des années 90, va annoncer qu'elle a identifié, tenez-vous bien, 8000 différents formats de publicité Internet, chacune avec ses particularités, son efficacité aussi, parfois importante, parfois relative. Là aussi, à l'instar de la publicité classique, on va se poser assez rapidement la question, comment bâtir une campagne efficace? Et ce qu'on va constater, c'est que, à l'instar, là aussi, des campagnes de publicité classique, il faut se poser la question, quel est mon client? Quelles sont les plateformes? Quels sont les sites également qui seraient les plus susceptibles de rejoindre ces gens-là? Il faut réfléchir, bien sûr, à l'heure d'exposition. Est-ce que c'est plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt l'après-midi, plutôt la semaine, plutôt la fin de semaine, plutôt en janvier, plutôt en février? Donc, des questionnements qui ont cours également dans le monde de la publicité classique, de la publicité traditionnelle. On s'aperçoit sur Internet que l'internaute, il est pressé, il est distrait également, que le défi, c'est de retenir son attention. Il faudra donc construire des bandeaux qui soient les plus simples, les plus brefs possibles. La taille joue un rôle non négligeable. Là aussi, tout comme la publicité que l'on retrouve dans les magazines, dans les journaux de l'époque, la lisibilité du bandeau, c'est un autre élément qui n'est pas négligeable. Il faut être capable de comprendre, de lire. Est-ce que le contraste fond-forme, il est fondamentalement important? Est-ce qu'il est clair? Est-ce que l'image occupe un espace significatif du bandeau? Est-ce qu'on utilise des mots-clés? Est-ce que les caractères typographiques contribuent à la personnalité de la marque, du produit, en n'oubliant jamais que ces caractères-là typographiques, un peu à l'instar des humains, ils ont une
personnalité. Donc, certains sont un peu plus traditionnels, d'autres sont un peu plus modernes, certains sont plus jeunes, d'autres sont un peu plus âgés. L'importance de l'incitatif, inviter les gens à cliquer sur votre publicité maintenant, en savoir plus, cliquez ici, autant de mentions également qui vont augmenter le nombre de clics de façon significative. Les bannières sont efficaces lorsqu'elles sont achetées avec des mots-clés, je ne l'apprendrai à personne. Ce n'est pas Google qui a inventé ça, je le précise, mais c'est Google qui est allé le plus loin avec cette stratégie-là. Et à l'instar donc des autres plateformes, il faut tester en fonction des concepts, des clients, des sites, des sections de sites, des plateformes de médias sociaux, des moments de la journée, des moments de la semaine, des moments de l'année. Et on remarque aussi assez rapidement que la publicité Internet, les bandeaux en tout cas, ne peuvent pas faire le travail complètement. D'où l'importance de s'allier à ce qu'on appelle parfois les nouveaux médias, parfois les anciens médias, mais il faut absolument donc utiliser plus de canaux de communication que moins de canaux de communication, et qu'à cet égard-là, DoubleClick, que je citais un petit peu plus tôt, va montrer assez rapidement que la portée des messages publicitaires va augmenter dans la mesure où le mix média, il est approprié. Donc le mix média, le nombre de médias que l'on va utiliser, la nature de ces médias-là, la nature des plateformes également. L'objectif n'étant pas, je le précise cependant, d'utiliser le plus de plateformes possible, mais d'utiliser des plateformes qui vont permettre d'augmenter la portée, donc le pourcentage de gens potentiellement pourraient s'enfarger dans vos publicités. En somme, Internet, comme les autres médias, repose sur un certain nombre de principes, des principes qui ont été établis bien avant son arrivée, sur le plan du langage, sur le plan du style graphique, sur le plan également de l'argument, de l'idée force, de l'axe de motivation. Et pour cette raison-là, assez rapidement, on a compris que pour être efficace sur Internet, comme sur toutes les autres plateformes, d'ailleurs, il est important de travailler en continu. Privilégier un argument publicitaire, le conserver le plus longtemps, soyez facilement reconnaissable et surtout, adopter une structure, un style. De retour dans ses vallons et ses montagnes suisses, Thierry Weber n'a pas perdu un instant et il nous présente cette semaine une nouvelle invention suisse dans le domaine de la 3D. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et oui, aujourd'hui, pas de carte postale sonore, même si effectivement j'ai pris la route ces derniers jours, ce qui m'a valu une petite pause la semaine dernière, mais me voilà de retour en Suisse. Et quoi de plus naturel que de vous parler d'une invention suisse. Je suis pas un pro et quelqu'un de très doué en impression 3D, mais je vais vous parler, alors je pouvais pas le manquer, je vais vous parler d'un matériau qui change de couleur et qui est justement imprimable en 3D. Un laboratoire fédéral d'essai a mis au point un mélange de cellulose biodégradable et conductrice d'électricité qui peut servir à capter la température ou à alimenter les aliments. Alors ce matériau élastique qui change de couleur conduit l'électricité, peut être imprimé en 3D et en outre biodégradable. Et oui, il est même biodégradable. Ce n'est pas seulement un vœu pieux de la science, c'est précisément cette solution miracle que les chercheurs de l'EMPA, du laboratoire Cellulose and Wood Materials à Dubendorf, ont fabriqué à base de cellulose et de nanotubes de carbone. C'est à Zurich, si vous cherchez sur la carte de la Suisse. Les chercheurs ont utilisé comme matière première du HPC, alors son petit nom, l'hydroxypropylcellulose, voilà, je vais garder HPC, c'est plus simple, qui est notamment utilisé dans les produits pharmaceutiques, comme quoi il n'y a pas de hasard. Les cosmétiques et les aliments comme excipients également pour améliorer l'aspect, le goût, la conservation et l'administration. L'une des particularités de la HPC, c'est qu'elle forme des cristaux liquides après l'ajout d'eau. Ces cristaux ont une propriété remarquable selon leur structure cristalline qui dépend entre autres de la concentration en HPC. Ils irisent dans les couleurs les plus diverses, bien qu'ils soient en fait sans couleur ou sans pigment.
Alors c'est un peu comme les pans ou les papillons, hein. Ce phénomène appelé coloration structurelle est bien connu dans la nature. Les plumes de paon, les ailes de papillon et la peau du caméléon ne doivent pas du tout ou en partie de leur coloration multicolore à des colorants, mais bel et bien à des structures microscopiques qui divisent la lumière du jour, la lumière blanche, en ses couleurs spectrales et ne réfléchissent que certaines longueurs d'onde, c'est-à-dire certaines couleurs. Je ne sais pas si vous avez en tête le fameux logo du prisme d'un album de Pink Floyd, vous aurez en quelque sorte l'explication de ce que je tente de vous expliquer, qui est malheureusement très visuel. La couleur du HPC ne change pas seulement avec la concentration, mais aussi avec la température. Pour mieux exploiter cette propriété, l'équipe de Gustav Nystrom a ajouté 0,1% de nanotubes de carbone au mélange de HPC et d'eau. Cela rend le liquide conducteur d'électricité et permet aux chercheurs de contrôler la température et donc la couleur des cristaux liquides en appliquant une tension électrique. Bonus, le carbone agit comme un absorbeur à large spectre, ce qui rend les couleurs plus intenses. Grâce à un autre additif, une petite quantité de nanofibres de cellulose, l'équipe de Gustav Nystrom a en outre réussi à rendre le mélange imprimable en 3D sans compromettre la coloration et la conductivité. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? Grâce à l'impression 3D, les chercheurs ont fabriqué différents exemples d'applications à partir de ce nouveau mélange de cellulose. Parmi eux, un capteur de contrainte qui change de couleur en fonction de la déformation mécanique, ainsi qu'un simple écran composé de 7 segments commandés électriquement. À l'avenir, l'encre à base de cellulose pourrait trouver de nombreuses applications très différentes pour des capteurs de température et de déformation, pour le contrôle de la qualité des aliments ou pour le diagnostic biomédical. Les matériaux durables qui peuvent être imprimés en 3D présentent un grand intérêt, notamment pour des applications dans l'électronique biodégradable et pour l'Internet des objets, explique Gustav Nystrom. Je ne suis pas peu fier que mon pays continue à innover, reste à savoir effectivement si ces applications verront le jour. En tout cas, mélanger biodégradable et impression 3D dans la même phrase, je trouve ça très très intéressant et très prometteur. Allez, portez-vous bien, imprimez bien si vous faites de la 3D et à très bientôt si c'est pas avant. Autour de Stéphane Ricoul maintenant, et cette semaine, il a décidé de se pencher sur le thème du burn-out numérique. Anne Alombert, dans son ouvrage « Schizophrénie numérique », prend le temps de s'interroger à propos des impacts des technologies numériques sur nos esprits, notamment nos capacités de réflexion. Pour elle, les mutations que nous vivons aujourd'hui peuvent néanmoins être mieux comprises si on les appréhende dans l'histoire longue des évolutions des technologies de l'esprit ou des supports de mémoire. C'est ce qu'il en sort d'une entrevue qu'elle a passée pour la Human Technology Foundation, durant laquelle elle exprime le fait que les réflexions de Platon sur le sujet de l'écriture, celles de Kant sur le livre, de Anders sur la photographie, de Adorno sur le cinéma, ou de Stigler sur la télévision et le numérique, nous permettent de mieux comprendre les effets des dispositifs sur nos capacités psychiques que sont les souvenirs, la mémoire, la perception, la réflexion, l'imagination et les désirs. La notion de schizophrénie numérique est pour elle ce tiraillement entre le fait d'attribuer aux machines toutes sortes de capacités mentales ou psychiques au travers de termes comme intelligence artificielle ou apprentissage automatique, et la prise de conscience des efforts nocifs des dispositifs numériques pour ces mêmes capacités. On parle de surcharge informationnelle, perte de mémoire et d'attention, troubles du sommeil. Des technologies numériques persuasives qui ont été conçues dans des laboratoires de recherche, dans des entreprises et des universités de la Silicon Valley, sur la base d'une nouvelle perspective technoscientifique, la captologie, qui constitue un agencement entre neurosciences, sciences cognitives, psychologie comportementale, design et informatique afin de concevoir des technologies susceptibles d'influencer le comportement et les conduites des utilisateurs.
des fonctionnalités et des interfaces qui sont développées pour capter les attentions, renforcer les habitudes comportementales et provoquer des réactions réflexes en stimulant directement des processus cérébraux, comme la bien connue sécrétion de dopamine, neurotransmetteur responsable de la sensation de plaisir. Dès lors, les facultés de réflexion, d'interprétation, de décision, d'invention constitutives de la vie de l'esprit sont court-circuitées. Elles n'ont plus le temps de s'exercer. Toujours dans cette même entrevue, Anne Alembert souligne que le problème de l'économie des données et des technologies persuasives est qu'elles ne sont pas soutenables, ni sur un plan écologique. On le sait, le stockage des données est très coûteux énergétiquement, de même que l'entraînement des IA génératives, ni sur un plan mental, des fonctionnalités comme le défilement infini ou les notifications engendrent des troubles dans l'attention ou la concentration, ni sur un plan social, puisque les réseaux sociaux fondés sur la quantification des vues renforcent les comportements individualistes et concurrentiels ainsi que la diffusion de fausses informations. L'enjeu consiste donc à inverser cette tendance autodestructrice en soutenant des technologies qui permettent le partage des savoirs et la production de communs, et surtout qui seront adaptées aux besoins des habitants et des localités, et donc ne constituent pas des systèmes planétaires et standardisés. Preuve, s'il en fallait, un autre article, cette fois-ci dans le Tom's Guide, sur le fait que l'algorithme de TikTok pousse les influenceurs au burn-out. Abrutissant pour les utilisateurs, on le sait, l'algorithme de TikTok l'est aussi pour les créateurs de contenu, car la célébrité vient à quiconque poste la bonne vidéo, même s'il n'a pas de followers. TikTok fonctionne effectivement purement sur la suggestion de vidéos à l'aide de son algorithme, obligeant les créateurs à poster toujours plus et incitant ses utilisateurs à poster eux aussi. Car vous aurez beau être fan de la vidéo d'un créateur, cela ne veut pas dire que vous verrez sa prochaine vidéo. Pour continuer à capter l'attention, les créateurs de contenu doivent donc publier toujours plus en pariant à chaque fois que l'algorithme daignera montrer leurs vidéos en suggestion pour attirer le public. Et si vous pouvez espérer vivre de la relation que vous tissez avec vos fans sur YouTube, oubliez ça sur TikTok. 1000 vues n'est rémunéré que 3 centimes, et seulement pour les influenceurs reconnus par le réseau, du moins pour le moment, puisque TikTok regarde à devenir payant en proposant aux créateurs d'apposer un paywall pour certaines vidéos afin de mieux rémunérer ses créateurs, alors que sa popularité, justement, stagne depuis 2022 aux États-Unis. En attendant, tout cela pousse les influenceurs TikTok à publier toujours plus, les menant au burn-out, ou les menant à créer leur double numérique. Dans la réalité, c'est un pari osé, qu'une seule influenceuse a fait à date, mais qui pourrait peut-être se développer dans l'avenir. Cette influenceuse, c'est Karine Marjorie, une jeune influenceuse américaine qui a créé un clone d'elle-même pour pouvoir répondre aux nombreux messages de ses fans et créer un lien avec eux, et que le Los Angeles Times a pu interviewer. À 23 ans, Karine Marjorie est suivie par 2 millions de personnes sur Snapchat, faisant en sorte qu'elle reçoit quotidiennement entre 100 000 et 500 000 messages, et moi qui me plains de ne pouvoir répondre à mes quelques dizaines de courriels par jour. Elle a donc fait un partenariat avec une start-up technologique pour créer un clone d'intelligence artificielle personnalisée qu'elle a appelé Karine AI, c'est original, qui permet, tenez-vous bien, de chatter avec ses fans pour $1 la minute. Présenté comme un compagnon de vie, le clone virtuel de l'américaine permet à ses abonnés de nouer une relation intime avec elle, même s'ils savent très bien que c'est une IA, précise l'influenceuse. Ça me rappelle bien évidemment le film Her, une histoire d'amour postmoderne, où un homme et une voix sortie de son ordinateur tombent amoureux jusqu'à ce que la technologie montre ses limites. Sauf que là, on est dans la vraie vie. Et non contente de ce commerce d'un nouveau genre, Karine Marjorie a lancé un second partenariat avec une autre entreprise qui permettra aux fans de parler avec la vraie Marjorie de l'autre côté de l'écran, explique le Los Angeles Times, un service haut de gamme pour lequel les fans doivent débourser un minimum de $5
pour pouvoir envoyer un message sur Fanfix, une plateforme dédiée qui, selon elle, rapporte à l'influenceuse 10 000 beaux dollars par jour et devrait monter entre 5 et 10 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Une somme qui fait rêver et qui peut rendre aveugle sur les travers potentiels d'une telle approche. Et effectivement, il semblerait que ce soit déjà le cas. Le clone de Karen Marjorie soit rabaisse les femmes, soit ouvre la porte aux comportements masculins hétérosexuels antisociaux, ce qui laisse craindre de nombreuses dérives à ce recours à l'auto-automatisation, soit le fait de se rendre soi-même virtuel, et qui nous fait nous interroger sur la capacité de la technologie à aliéner ses consommateurs, car plus ceux-ci seront longtemps en ligne avec votre vous virtuel, plus vous pourrez gagner de l'argent et plus les chances que ce seront cette fois-ci les fans qui finiront en burn-out. Remarquez qu'à ce compte-là, c'est peut-être une autre façon aussi extrême, je vous l'accorde, d'en arriver enfin à une prise de conscience du niveau de déconnexion que nous devons avoir face à nos écrans pour le bien de notre société. C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu fais place à la relève, à la jeunesse dans l'univers du UX parce que tu nous présentes une jeune praticienne. Ah, c'est bien dit. Oui, une jeune praticienne UX, évidemment, Caroline Aubert, qui est dans la région de Marseille et périphérie, comme il est indiqué sur son LinkedIn, et qui est donc, mais ce qui m'a beaucoup attiré dans son approche, dans sa façon de faire, bon, d'abord, elle est jeune, elle est nouvelle dans 4 ans quand même, pour des vieux que nous sommes, ça fait quand même relativement nouveau. Elle a une bonne expérience et elle se spécialise dans les startups. Et on le sait, c'est quand même des petites bêtes dans le milieu des affaires qui sont différentes, qui font les affaires différemment et qui ont souvent la prétention de vouloir réinventer les domaines de l'industrie. Il faut être particulier, il faut avoir une approche, une méthodologie qui est particulière avec cette clientèle-là. Et de la discussion que j'ai eue avec Caroline, je vois qu'elle l'a bien intégré. Elle intègre très bien les méthodologies UX de rencontrer, faire des ateliers, bien comprendre le besoin, prototyper, tester, etc. Toutes les étapes qu'on a vues lors des entrevues des dernières années, elle l'a très, très bien. Puis j'étais content de lui parler et de l'entendre dire ça. Je pense qu'elle représente bien une nouvelle génération de jeunes consultants UX qui travaillent bien. Tu dis ça, c'est comme si ça faisait loin, mais toi-même, dans le quotidien, tu travailles de temps en temps avec des startups. Ah oui, absolument, absolument. Mais j'étais content d'entendre parler une seule personne, une consultante indépendante qui va appliquer quelque chose que, oui, une agence comme P2, mon agence, va appliquer avec plusieurs personnes, plusieurs corps de métier. On va faire ça aussi. Oui, les startups sont une des créatures en affaires qu'on approche et c'est une dynamique complètement différente que d'aller voir une grande organisation qui a un projet numérique, qui veut le dérisquer, qui veut vraiment bien saisir, qui veut bien regarder qu'est-ce qu'ils ont à faire avant de le faire. Une startup, c'est une créature différente parce que cette étape d'analyse-là en amont, elle leur sert aussi à aller chercher de l'investissement. Donc, tu as le wow que tu veux mettre dedans. C'est pas juste ce que tu vas faire et que tu vas développer. Et même qu'à un moment donné, tu développes deux lignes de production. Une qui est pour le wow, qui est des maquettes et des prototypes qui sont pour le wow qui vont être présentés aux investisseurs, et une autre qui est pour la production, qui souvent commence au moment ou même avant que les investisseurs soient arrivés. Donc, c'est un travail un peu bicéphale, mais qui est important à faire, mais qui amène une autre dynamique complètement. Et il faut gérer les attentes. Parce que souvent, les startups, on veut tout faire, on veut réinventer le monde, on veut être le prochain Uber ou le prochain Airbnb. C'est des grandes promesses, donc il faut des fois les ramener un peu à la réalité. Donc, il y a une grosse partie business aussi dans ce qu'on fait quand on travaille avec des startups. Tu viens de mettre la table pour la discussion que tu vas nous présenter avec Caroline Aubert. On va l'écouter à l'instant, puis entre-temps, je te remercie beaucoup. Ça n'a pas été trop difficile, là, ta grosse fête d'anniversaire de la semaine passée? Non, c'était pas trop mal. Une autre année plus proche. Tu les portes bien. On dirait de l'eau comme sur le dos d'un canard. Donc, on va écouter cette entrevue avec Caroline Aubert, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Absolument, à la semaine prochaine. Allez, salut. Salut. Je m'appelle Caroline Aubert, je suis Digital Product Designer depuis bien 4 ans maintenant. Et voilà, j'ai commencé le freelance il y a 3 ans et demi peut-être. Et avant, j'étais salariée à Paris,
au pôle de la défense. Donc c'est là où il y a des très grosses entreprises. Ouais. Et j'ai pris un petit peu un virage en descendant dans le sud de la France parce que du coup je me suis lancée à mon compte et maintenant je travaille quasiment qu'avec des start-upers, des entrepreneurs ou des solopreneurs. Et donc une vision qui a pas mal changé, voilà, c'est ça. Et je voulais t'en parler parce que c'est ce que tu as mis sur ton LinkedIn, ça m'a intrigué. Comment ça a influencé ta pratique de product designer? Qu'est-ce que ça t'a amené comme... Parce que c'est un monde complètement différent. C'est des impératifs qui sont différents que si on nous amène un gros contrat géré par des gestionnaires. C'est une dynamique complètement différente, là. Ouais, c'est clair. Quand j'étais en tant que salarié, on connaît tous les grosses entreprises, ça a des lourds process. Il y a des équipes assez complexes, des grandes équipes. Moi, quand j'ai débarqué en tant que freelance, il y avait personne en fait, il y avait que moi. Moi, donc j'ai dû monter mes propres process face à ces startups et ces entrepreneurs pour essayer de matcher au mieux avec leurs besoins et leurs demandes. Et l'idée, c'était vraiment ça. C'était, je suis pas juste dans la production, je suis dans l'accompagnement par rapport à mon métier. Il y a beaucoup aussi de pédagogie à avoir. Parce que c'est simple, ils ne savent pas trop quel est notre métier en fait. Et il faut venir démontrer, expliquer à quoi on sert, en quoi ça va leur servir et pourquoi c'est pertinent de travailler avec nous. Et donc ça, c'est une grosse partie de mon travail aussi qu'il faut pas négliger. Je dirais bien, avant de commencer une mission, je passe peut-être 2 à 3 heures de call avec un client pour expliquer ma vision. Ouais. Et à quoi ça va leur servir aussi, là? Voilà, ça exactement. C'est moi, je suis vraiment là pour cadrer. En fait, si tu veux, j'ai des entrepreneurs. Souvent, ils ont une big idée, quoi. Souvent, leur idée, elle découle d'un problème que eux avaient à la base dans leur domaine d'expertise. Par exemple, un gestionnaire patrimoine qui avait une problématique. Du coup, il y répond en créant un nouveau produit. Donc, juste pour remettre un petit peu le décor, je fais beaucoup de SaaS en fait. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de l'accompagner jusqu'à la réalisation concrète d'un MVP. Pour aller chercher des financements ou pour lancer sa start-up. Moi, je suis vraiment très, très early stage, qu'on va dire. Et voilà, c'est à peu près ça, ouais. Et c'est le danger aussi, étant early stage ou très, très en amont dans le processus, avant que les investisseurs arrivent, ça veut aussi dire que l'entrepreneur, il est en urgence. Il n'y a pas un budget illimité. C'est son argent à lui ou elle qu'ils investissent pour arriver à quelque chose. Donc, ils sont très exigeants, mais en même temps, ils réalisent qu'ils n'ont pas un temps infini pour le faire non plus, là. Ouais, c'est ça. En fait, il faut aller super vite. C'est c'est même pas tromper vite pour rebondir. Là, c'est vraiment la création du MVP. Il faut mettre sur papier prototype leurs idées. Du coup, souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'ai 2 types de devis. J'ai le devis avec l'accompagnement en prenant en compte l'analyse, tu vois, du marché avant, avec toute la user research et étonnamment, c'est assez compliqué à vendre à ce niveau-là parce qu'en fait, le start-upper, l'entrepreneur, il a fait son étude de marché, il a fait son benchmark, il sait à quelle problématique il répond et du coup, il est dans sa vision. Moi, l'idée, c'est vraiment de venir poser les questions qui fâchent, mais avec diplomatie, on va dire. En fait, moi, on me paye pour être la chieuse, c'est-à-dire que je viens questionner toutes les réflexions et toute la vision du produit de mon client. Et souvent, en fait, ils se retrouvent un peu coincés et bloqués, mais ça leur fait plaisir, en fait, qu'on s'en rende compte à ce moment-là, dès le début du produit, que je vienne challenger ça comme ça. Ça fait plaisir ou ça choque ou ça gratte un peu beaucoup parce qu'en fait, parfois, tu peux aussi les mettre devant des évidences qui font ça remet en cause leur modèle d'affaires, là. Mais complètement, en fait, moi je suis pas là pour monter leur modèle, leur business model. Ça c'est pas mon job. Par contre, je suis là pour le challenger, pour savoir si le produit va être en adéquation avec leur idée. Et ça m'est arrivé d'avoir un client qui n'avait pas pris le devis avec toute la recherche avant. Du coup, j'étais plus là en mode, on va dire, UX designer et pas product designer. Et du coup, il a lancé son produit, ça marche pas pour le moment, alors que les maquettes sont dingues, que ça a été développé, etc. Et le problème, c'est qu'il a du mal à faire un pivot et qu'il a peur. Et le problème, c'était un petit peu ça aussi. Hein, c'est si on refuse de faire tout ce travail en amont, on prend des risques, quoi. Et c'est des risques qu'il faut pas négliger.
Et oui, et parce qu'on veut aller chercher des investisseurs, on n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas des sommes illimitées pour réessayer et réessayer et réessayer. C'est ça. Et je sais pas si tu te fais face à ça, mais beaucoup de ces entrepreneurs-là sont un peu dans le modèle des startups qui pensent avoir trouvé le prochain Uber ou le prochain Apple ou autre, là. Ils se croient beaucoup, la remise en question n'est pas toujours possible non plus, là. Alors là, moi, en fait, je fais un filtre en amont. C'est-à-dire que pendant ces fameuses 2 à 3 heures de call avec mon client, je jauge un peu la faisabilité du projet. Et si vraiment c'est quelque chose vraiment trop d'utopiste, moi, j'y vais juste pas, en fait. Je me couvre et j'y vais pas et je dis, ça va pas être possible, je suis pas la personne qu'il vous faut, quoi. Moi, je suis prête à refuser des offres qui sont un peu traquenards. Tu vois l'idée? Oui, non, mais absolument. Non, mais il y a effectivement un danger dans la personnalité même des entrepreneurs avec qui on fait affaire, là. C'est un peu ça. Moi, je me couvre aussi parce que derrière, j'ai quand même ma posture de professionnel qui est en jeu. Et si je fais tout un produit et qui bide complet, parce que j'avais pas fait les recos, parce que j'avais pas proposé un devis pour faire la research avant, etc. Je vais pas aller me brûler les ailes. Non, c'est quelque chose d'ailleurs que je déconseille. Hein. C'est en tant que freelance, il faut pas non plus accepter tout ce qui arrive. Il faut savoir filtrer les demandes. Oui, parce qu'en principe, la personne peut aussi revenir contre toi si en aval, il s'aperçoit que le concept tient plus la route, mais que t'as omis de le dire ou omis d'offrir un service de remise en question, si on veut l'appeler comme ça. Je sais pas s'ils peuvent le faire légalement en France ou pas, j'en sais rien, en toute honnêteté. Ça n'a pas été fait encore. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi, la manière dont je travaille, c'est transparence à fond. Donc, même pendant ces 2 heures de call avec mes clients, je leur dis, je vais vous poser des questions, je vais être chiante, je vais être là pour challenger. Si vous êtes pas prêt à vous confronter à mes questions qui des fois sont juste avec un point de vue extérieur, avec une vision, on va dire, enfantine, parce que j'ai pas la science infuse et je connais pas tous les domaines d'expertise de la planète. Mais en tout cas, moi, quand je rentre dans un milieu, ça permet de prendre de la hauteur et de prendre du recul sur le projet. Et voilà, si pour moi ils sont pas prêts à entendre ça et qu'ils sentent que et moi je sens le feeling passe pas dès la première réunion, c'est des projets où je ne vais pas, en fait, hein, tout simplement. Et est-ce que tu considères que dans le créneau que tu as d'accompagner les startups, tu as aussi celui de la responsabilité de continuer après l'investissement, arrivent les sous, arrivent les possibilités de poursuivre le projet. Est-ce que tu suis les projets en post-investissement également? Alors c'est ce que je préfère faire. Après, c'est vrai que c'est une pédagogie aussi à avoir du côté de notre client, parce que eux, c'est très simple, hein. Ils veulent de la production, ils veulent des livrables. Très souvent, ce qui est le plus vendeur, c'est le livrable. L'accompagnement, il y a pas de souci là-dessus, mais du moment qu'ils ont leur maquette, leur prototype et que ça part en prod au niveau des développeurs, très souvent on a un gros silence radio. C'est vrai. Heureusement, oui. Du coup, en fait, moi, je garde vraiment contact avec mes clients sur toute l'année. Je leur demande comment le projet avance, si les développements ont bien été réalisés. Et ce que j'aime faire aussi, c'est travailler avec les développeurs dès le départ sur mes projets. Donc, en fait, j'ai leur mail, j'ai leur contact. Donc, moi, j'hésite pas à aller les contacter en leur demandant est-ce que je peux avoir des identifiants, des accès pré-prod pour que je puisse aller jeter mon œil là-dessus. Et puis voilà, je fais des petits retours, des petits calls à mes clients pour faire de la review de ce qui a été intégré, ou s'il y a eu même des fonctionnalités qui m'ont été ajoutées, que j'ai pas eu le regard dessus, j'hésite pas à les rappeler un petit peu à l'ordre d'une certaine manière, en mode là ce que vous avez mis c'est intéressant, la fonctionnalité est pertinente, le problème c'est qu'elle est mal amenée sur l'interface, peut-être qu'il faudrait revoir ci, revoir ça. Et voilà, c'est vraiment un suivi que j'ai moi, c'est pas eux qui vont revenir vers moi, c'est vraiment à moi d'entretenir en fait ce conseil et cet accompagnement jusqu'au bout en fait. Et ça se vend bien, ça, parce qu'en tant que product designer, en principe, si le produit est développé sur 1 an, tu devrais être présente dans l'année de production également pour faire ces points de QA-là, ces points de validation-là. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que moi, je fais un devis à la base, donc sur la création du MVP qui englobe aussi avec l'accompagnement. Et derrière, ce qui va se passer, c'est que je vais vendre des batchs d'heures, par exemple, 20 heures, 50 heures, 100 heures, en plus sur un devis annexe, un autre devis, où en gros, ils pourront faire appel à mes services s'ils ont besoin pour le suivi exactement. Mais il y a un gros price qui est fait sur le one-shot du MVP, et puis après, pour tout ce qui va être itération, c'est un vente de pack d'heures. Ouais.
La question de maintenir le client dans son MVP, dans son produit minimum viable, elle est compliquée aussi parce que souvent les entrepreneurs ont des visées stratosphériques de créer le produit parfait, mais c'est aussi le plus grand danger qui les guette parce que ça peut ne pas avoir de fin, même en conception, voire en programmation après. Comment tu fais pour les garder à une vision simple de leur produit, une vision viable? Ouais, je comprends tout à fait. Alors ça va vraiment être au cadrage au départ de mon projet. Moi, je travaille avec la méthodologie du design thinking, ce qui fait que ça nous permet en fait de définir une grosse problématique à laquelle on veut répondre et à laquelle on va venir développer certaines fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles tombent pas du ciel. On fait des ateliers de brainstorming et d'idéation. Chacun va venir donner toutes ces idées, vraiment même les plus farfelues. En fait, l'idée, c'est vraiment de pas brider pour éviter de frustrer du coup mes clients. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que c'est pas moi toute seule, hein, c'est l'équipe entière. Moi, au niveau des stakeholders, je prends un dev, je prends un mec du marketing, je prends un UX researcher s'il y a un spé, je prends mes clients, la personne qui gère l'entreprise, et on va venir voter pour les fonctionnalités qui sont les plus pertinentes. Et une fois que ça s'est ancré, en fait, ça va plus bouger avant la sortie du MVP. Et ensuite, s'il y a des retours utilisateurs en mode, nous, on aimerait bien ci, on aimerait bien ça, là, on va venir créer un backlog et on va encore une fois revoter les fonctionnalités et les prioriser pour pouvoir venir les développer. Ouais. Et récemment, j'ai vu aussi beaucoup des questions de AI, d'AI, de clients qui disent non, mais l'AI va dynamiser l'interface, l'AI va faire ceci, l'AI va, ça devient l'espèce de panacée aussi récemment que dans les startups, on me sort beaucoup. Est-ce que ça t'arrive aussi et comment tu le gères? Alors moi, par rapport à l'intelligence artificielle, ce qui revient le plus, ça va être plutôt comment l'utiliser au sein de notre métier. Mes clients ne veulent pas trop forcément l'intégrer directement dans leurs produits. J'ai un peu de la chance parce que si c'est pas pertinent, il n'y a aucune raison. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un veut mettre quelque chose dans mon produit, il a intérêt d'avoir de très bons arguments. mais si, oui, je filtre. Et sinon, ça va être plus par rapport à l'intelligence artificielle en tant qu'outil pour mon métier. Et là, je trouve que ça a du sens parce que même à partir de maintenant, moi, je l'utilise quand je rentre dans un domaine. C'est un exemple d'utilisation. Imaginons, là, je travaille pour un gestionnaire de patrimoine. J'y connais rien en gestion de patrimoine parce que 2 mois avant, je travaillais pour le pharmaceutique, puis 2 mois encore avant, je travaillais pour l'écologie. Donc ça, j'y connais rien. En fait, je vais venir écrire des prompts au niveau de l'IA pour essayer de m'aider sur savoir quel type de user flow on peut avoir dans ce domaine, quels sont les besoins des personnes qui sont dans ce domaine-là, etc. Et ça m'aide à faire une sorte de un petit peu un coup de balai pour dépoussiérer tout ça. Et ça m'aide pas mal pour faire la création de user flow. Oui, on en est là. Et quand j'ai besoin de faire de la création de contenu. Mais ça s'arrête là pour le moment. L'industrie en est rendue là, effectivement. Mais écoute, tu as une pratique qui est vraiment super intéressante. Si les gens veulent suivre ce que tu fais ou est-ce que des choses que tu publies, ils doivent aller où? Alors moi, je suis très très active sur LinkedIn. Donc c'est Caroline Aubert, entre parenthèses Mafig. C'est le nom de ma mini-entreprise. Je me suis pas embêtée, hein, c'est juste le Verlan de Figma, parce que c'est mon logiciel de cœur. Ben oui. et pareil, du coup, j'ai mon site internet, c'est mafig.com. Voilà. Super. On invite tout le monde à aller suivre ça ou te suivre toi. Merci beaucoup, Caroline. Mais merci à toi. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à mes invités, merci à Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin. Très heureux de vous avoir accompagné pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, vous passez une bonne semaine, je l'espère, mais surtout, portez-vous bien.